Bienvenue dans votre journal Afrique. Dans votre mag, ce soir, un marché unique aérien. Les réformes économiques en Angola, c'est le menu concocté par Patrice Ferrus dans votre page Éco. Et puis dans votre rubrique Histoire, on aborde l'esclavage d'hier et d'aujourd'hui. La servitude prend de nouvelles formes, l'analyse de l'historienne Myriam Cotias. Mais avant, place à l'actualité. Retour au calme à Saint-Louis au Sénégal après de vives tensions. Samedi, un pêcheur a été abattu par les gardes-côtes mauritaniens. En réaction, des heurts ont éclaté dans la ville côtière. 8 Sénégalais ont été arrêtés. Au Cameroun, la peur règne dans les localités anglophones. À Tadou, les habitants désertent. Les maisons sont incendiées ou saccagées par les forces camerounaises au nom de la guerre contre les séparatistes anglophones. Et puis du cinéma, le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun signe un nouveau film, une saison en France où le quotidien d'un réfugié centrafricain et de ses 2 enfants à Paris. Le drame s'est déroulé samedi. Un pêcheur sénégalais a été abattu par les gardes-côtes mauritaniens. Sa mort a mis le feu aux poudres dans sa ville natale à Saint-Louis. Elle reflète les vives tensions entre les 2 pays autour de la réglementation de la pêche. Reportage de Margot Chevance avec Philippe Randriana Rimanan. Entouré des siens, Sedina Sek reçoit chez lui les proches venus présenter leurs condoléances après la mort brutale de Fallou Sall, 19 ans, pêcheur sénégalais, tué par balle par des gardes-côtes mauritaniens. Le drame s'est joué en pleine mer sur une pirogue appartenant à Sedina Sek, avec à bord 8 autres pêcheurs, dont 2 de ses fils, tous arrêtés sans donner de nouvelles. Celui qu'on a tué, c'est mon neveu. C'était un fils unique pour sa maman et un soutien financier incontestable pour sa famille. J'ai à la fois beaucoup de douleur et beaucoup de crainte. Parce que de nombreuses personnes de ma famille sont toujours en Mauritanie et je ne sais pas ce qui va leur arriver. Au port de pêche de Guet Ndar, certaines pirogues ne prennent plus la mer. Faute d'accord entre le Sénégal et la Mauritanie, il leur est interdit de pêcher dans les eaux voisines, les plus poissonneuses. Rares sont les pêcheurs sénégalais ayant une licence. Dès lors, c'est le conflit permanent qui règne sur cette frontière maritime invisible. Il est difficile de reconnaître les limites de frontières. C'est pourquoi les 2 États doivent s'asseoir autour d'une table pour éradiquer ce phénomène définitivement. Cette population, s'ils ne font pas de la pêche, donc ils n'existent pas. Il faut des licences. Ces 2 États doivent avoir l'accord de la pêche. Les ressources halieutiques se raréfient et le conflit en mer peut gagner les terres. En guise de représailles, ces boutiques appartenant à des Mauritaniens ont été saccagées et le Sénégal envoie une patrouille pour défendre ses ressortissants. Vu de Saint-Louis, la pêche, c'est une question de vie ou de mort. Le Cameroun confirme enfin officiellement le séparatiste anglophone Sissoko Ayuk Tabé est désormais aux mains des autorités camerounaises. Il a été extradé ce lundi avec 46 de ses camarades. Une annonce bien loin des préoccupations des habitants de Tadou. Ils subissent de plein fouet les opérations musclées de l'armée contre les séparatistes en zone anglophone. Philippe Randriana Rimanan. C'est une sorte d'expédition punitive. Ces villageois avaient tout abandonné dans leur fuite, par crainte de l'armée camerounaise. De retour chez eux à Tadou, ils n'en reviennent pas. Vitres cassées, portes défoncées, et à l'intérieur, tout est sans dessus dessous, leur village entièrement mis à sac. Ils ont tout saccagé, ouvert les sacs de riz, de sel, d'engrais et mélangé. Que vais-je faire avec? C'est ça leur travail? C'est ça que le gouvernement leur a demandé de faire? C'est une décision de l'armée? Officiellement, l'armée camerounaise intervient dans cette région après le meurtre d'un gendarme par des séparatistes présumés. Mais rien n'a été épargné aux milliers d'habitants vivant ici, même pas leur récolte de maïs détruite sur place. Une politique de la terre brûlée dans le Cameroun anglophone. Je ne sais plus quoi dire, je suis choqué. Je me demande si c'est moi qui ai tué le gendarme ou s'il cherchait le coupable dans ma maison. Le gouvernement camerounais n'est plus vraiment écouté ici. Plus d'1 an de crise déjà, à Bamenda, bastion anglophone, et toujours pas de dialogue en vue. Au contraire, les autorités annoncent l'extradition du Nigeria voisin de 47 séparatistes anglophones camerounais, dont leur chef Sissoko Ayuk Tabé. Leur extradition n'est pas la solution à nos problèmes à Bamenda, car ces gens sont comme des étrangers.
En fait, ce n'est pas eux qui font des tracts, qui organisent les villes mortes, etc. Eux, ils se battent à l'extérieur. Et nous, nous le faisons ici. Ces populations anglophones du Cameroun rejettent le choix des armes, mais n'abandonnent en aucun cas leurs revendications politiques. Nous vous en parlions hier, le malaise dans l'armée malienne après les récentes attaques terroristes. Attaques qui ont été revendiquées par le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans. De son côté, le ministre de la Sécurité au Mali répond aux critiques. Écoutez. Nous avons la bonne méthode. Nous avons un accord. Nous demandons à nos partenaires qui ont signé d'abord l'accord et ceux qui sont garants pour que tout le monde mette la pression pour que rapidement nous puissions aller au cantonnement, au désarmement, à la réintégration. Pour que nous ayons cette armée nationale tout de suite qui sera déployée partout sur le territoire. Nous travaillons également sur un plan de sécurisation intégrée pour le centre qui n'est pas sous le coup de l'accord, pour que nous puissions redéployer l'armée et les forces de sécurité rapidement. Des propos recueillis par Kaoru Magassa. En bref, on connaît la date du procès sous le coup d'État manqué en 2015 au Burkina. Il s'ouvrira le 27 février. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé seront face au juge. Accusés d'être les cerveaux présumés du putsch raté, ils sont poursuivis notamment pour atteinte à la sûreté de l'État et meurtre. En Égypte, la pression monte à 2 mois de la présidentielle. L'opposition appelle au boycott du scrutin. Seul un candidat s'est déclaré face au président Fattah al-Sisi et il s'agit d'un proche du chef de l'État. Une candidature de dernière minute, conséquence du désistement de tous les adversaires d'al-Sisi. Ces derniers accusent le régime d'empêcher toute compétition loyale. C'est une cérémonie d'investiture peu commune. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga a prêté serment comme président du peuple. Le candidat malheureux de la présidentielle du 26 octobre n'en démord pas. Devant des milliers de partisans, il a bravé les mises en garde du pouvoir. Le récit de Demet Korkmaz. Aux abords du parc Uhuru, les partisans de l'opposition affluent par milliers. Les mises en garde des forces de l'ordre n'ont pas entamé leur détermination. Car ce moment, ils l'attendent depuis la défaite de leur candidat à la présidentielle qu'ils attribuent aux fraudes électorales. C'est Raila que les Kenyans ont élu par plus de 8 millions de votes. Celui qui nous dirige, c'est un mauvais produit et nous ne le reconnaissons pas. Comme vous le savez, l'article 1 de la Constitution du Kenya autorise tous les Kenyans à exercer leur autorité directement. Et c'est ce que nous faisons en nous rassemblant. Et aussi parce que l'article 37 autorise les réunions pacifiques. Les policiers sont là, eux aussi, mais ils se tiennent à distance. Les autorités ont décidé d'éviter la confrontation. Pourtant, à quelques mètres de là, Raila Odinga organise sa propre cérémonie d'investiture. Hymne national, Bible à la main, le chef de l'opposition prête serment. La foule déchaînée acclame le président alternatif du Kenya. Un acte de défiance mais qui restera symbolique car pour éviter de se mettre hors la loi, Raila Odinga a prêté serment sur le peuple et non sur la Constitution. Et si le rassemblement s'est déroulé de manière pacifique aujourd'hui, le pouvoir a tout de même pris le soin d'interrompre les fréquences des chaînes de télévision et des radios pour empêcher les retransmissions. Du cinéma à présent, le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun, actuel ministre de la culture de son pays, signe un nouveau long métrage, Une saison en France. Le cinéaste se penche sur la question des réfugiés, le quotidien d'un homme et de ses 2 enfants. Jean-Baptiste Urbain nous raconte. Asma, tu gaspilles l'eau, ça coûte cher, tu sais. Une saison en France, c'est l'hiver que passent Abbas, sa fille et son fils en région parisienne après avoir fui les violences de leur pays, la Centrafrique. Un hiver au début au chaud dans cet appartement prêté par un ami. Une demande d'asile est en cours, alors on commence à s'imaginer un avenir. Papa, est-ce qu'un jour on aura un appartement à nous comme tout le monde? C'est son séjour, une fois qu'il a traversé tous ces cauchemars, il essaye de survivre et de vivre dans ce pays. Il est rattrapé par la machine administrative et le cauchemar revient alors il pensait que tout était terminé. Monsieur Mahadir est obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour être reconduit d'office à destination du pays dont il détient la nationalité. Jamais la caméra ne montre les visages des fonctionnaires qui refusent l'asile à Abbas et sa famille. À l'écran, seules apparaissent les lettres de l'administration, froides et désincarnées. Pourtant, en quelques mois, la famille s'est installée, les enfants vont à l'école, Abbas s'est rapproché de Carole qui les héberge. Une famille de réfugiés comme on en montre tous les jours dans les journaux, mais dont on ne raconte jamais vraiment le quotidien.
C'est cette tranche de vie qu'on ne connaît pas, toutes ces histoires qui sont vraiment jamais racontées, et parce qu'on est inondé d'images de réfugiés sans vraiment d'humanité. Peu à peu à l'écran, face au refus des demandes d'asile, l'angoisse monte, la précarité d'Abbas et de ses enfants aussi. Pourtant, le film ne tombe ni dans le pathos, ni dans la charge militante. Jusqu'au bout, il s'attarde sur les visages, les rares sourires ou ce qui peut rester d'espoir. On s'attache aux personnages parce qu'on a l'impression qu'on vit en même temps qu'on est à leur rythme. Il n'y a pas d'artifice, il y a beaucoup de simplicité. On n'a pas l'impression qu'on est au cinéma, on a l'impression qu'on est dans la vie. Une vie portée par deux grands comédiens, Éric Ebouaney, digne, noble même, jusqu'au bout, et Sandrine Bonner, pour le réalisateur, c'est le plus beau sourire de France. Et n'oubliez pas, on en parle ce jeudi du Tchad. Le pays est-il au bord de l'implosion sociale? Depuis l'application de la nouvelle loi de finances, les grèves s'enchaînent, la colère gronde dans les rues de N'Djamena. On attend vos réactions et questions sur notre page Facebook. À suivre dans votre journal Afrique, dans quelques instants, on revient sur les formes de l'esclavage aujourd'hui. Mais d'abord, place à l'actualité économique du continent. Patrice Ferrus nous a rejoint. Bonsoir Patrice. Bonsoir Nfante. Gros plan dans un instant sur un changement majeur qui s'annonce dans l'aérien en Afrique. Mais d'abord, que valent les réformes économiques menées en Angola par le président João Lourenço? Eh bien, elles vivent une sorte d'épreuve du feu en ce moment. Regardez ce billet, ce sont des kwanza, la monnaie locale. Elle est arrimée au dollar depuis 2016. Dans la réalité, le kwanza, c'est au marché noir 400 de kwanza pour $1 et officiellement, c'est $1 pour 166 kwanza. Du coup, les autorités ont décidé au début du mois de laisser flotter la monnaie dans une fourchette tenue secrète pour éviter la spéculation. L'Angola est en crise depuis la chute des cours du brut en 2014. Le pétrole est sa principale ressource. Derrière, les réserves de change de la Banque centrale ont chuté. Et puis rappelons que le plan stratégique du président Lourenço se résume en 3 axes: austérité, privatisation et diversification économique, autrement dit sortir du tout pétrole. Parlons maintenant d'un vieux projet dans le transport aérien qui était dans les cartons depuis au moins 1999. Un projet effectivement relancé ici à Addis Abeba au premier jour de ce 30e sommet de l'Union africaine, le projet du marché unique du transport aérien. Vous l'avez dit, 1999, la décision de Yamoussoukro. Ça fait presque 20 ans que 44 pays africains ont décidé de se lancer dans cette libéralisation du marché aérien sans jamais la mettre en œuvre. On y est, presque en tout cas. Ce n'est pas une adhésion automatique. Pour l'instant, seuls 23 pays ont souscrit à la nouvelle donne. Écoutez Paul Kagame, le président rwandais, qui a pris le pays a pris la présidence de la tournante de l'institution. Aujourd'hui, nous lançons ce marché unique du transport aérien en Afrique. C'est une avancée majeure dans le secteur. Nous sommes aussi en discussion avancée quant au projet de zone de libre-échange africaine. Tout devrait se faire cette année. Patrice, ce marché unique va changer quoi concrètement? Les compagnies aériennes vont pouvoir finalement accéder à tout le ciel de ces pays, des pays adhérents. Il y aura officiellement plus cette limite des accords bilatéraux. C'est une logique de protectionnisme liée au fait que de nombreuses compagnies aériennes étaient contrôlées pendant très longtemps par les États. Ces accords étaient une sorte de pacte de non-agression économique. Aujourd'hui, le marché semble mûr, il a évolué, il est sans doute prêt à exploiter tout son potentiel. C'est 23 pays engagés dans l'aventure, c'est 670 millions d'habitants et surtout 80% du trafic recensé à l'intérieur du continent. On y trouve les aéroports les plus fréquentés en Afrique. Qu'en est-il des retombées économiques? Alors tout est à construire, évidemment, mais l'idée c'est que l'on actionne là un nouveau levier d'opportunités économiques, promotion du commerce, investissement transfrontalier et puis le tourisme. Alors, les promoteurs de ce marché unique se gardent bien de donner un calendrier, mais ils tablent quand même sur la création de 300 000 emplois directs supplémentaires et de 2 millions d'emplois indirects dans une industrie aéronautique qui génère 8 millions d'emplois sur le continent. Il s'agit aussi de corriger progressivement ce qui pourrait être
perçu comme une sorte d'anomalie. Aujourd'hui, 80% du trafic aérien en Afrique s'effectue à travers des compagnies non africaines. On parle de transport de personnes, mais il y a aussi le transport de marchandises. Et sur ce point, précisément, Patrice, il faut rappeler que l'Afrique ne représente qu'1% du fret aérien mondial. Ce chiffre, justement, d'1% correspond également à 35% de la valeur des marchandises transportées vers le continent. Donc logiquement, si on parvient à augmenter la contribution du continent africain sur le fret aérien mondial, on génère mécaniquement plus de richesses en Afrique. Concernant, vous l'avez constaté, vous l'avez signalé, le transport de personnes, gardons aussi à l'esprit que l'essentiel du marché du tourisme en Afrique est à hauteur de 80-85% et directement dépendant du transport aérien. Donc ça veut dire en tout cas que le marché unique du transport aérien est prometteur. Prometteur, effectivement, avec une grosse pression sur les épaules. Ce marché unique est un peu la maison témoin du fameux Agenda 2063. Tout est dit dans le titre. C'est un vaste programme de transformation de l'Afrique acté en 2015 par l'Union africaine. Un programme qui a ses détracteurs, il faut le noter. En tout cas, si tout se passe comme prévu, on parle aussi de la création bientôt d'un passeport africain qui faciliterait finalement le déplacement des citoyens africains donc sur le continent. Merci beaucoup Patrice. On vous retrouve dans 15 jours. Comme chaque mardi, l'actualité est décryptée à travers l'histoire, celle de l'esclavage, une histoire intimement liée au continent. Ce passé douloureux nous est revenu comme un boomerang à la tête en 2017. Les images d'un marché aux esclaves en Libye ont indigné le monde. Des images tournées par nos confrères de CNN. Regardez. Quelque part près de Tripoli, une vente aux enchères bat son plein. Ce que ces journalistes qui filment discrètement découvrent est à peine croyable. Ce sont des êtres humains qui sont en train d'être vendus. Pour quelques centaines d'euros, un migrant africain vient d'être cédé à son nouveau propriétaire. Ces ventes de migrants, elles auraient lieu 1 à 2 fois par mois en toute discrétion à l'extérieur de la capitale libyenne. Les reporters américains voulaient en avoir la preuve après avoir reçu une vidéo amateur en août dernier. Des hommes venus du Mali, du Niger, du Ghana. Exhibés comme du bétail aux futurs acquéreurs et vendus sans vergogne aux mieux offrants. Et avec nous, Myriam Kotias, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'esclavage. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez notamment la collection dédiée chez Cartala, maison d'édition, et est parue en mai dernier une histoire de l'esclavage en Afrique de Paul Lovejoy. Alors, on vient de voir ces images insupportables en Libye. C'est comme si le monde redécouvrait l'esclavage. Pourtant, dans vos travaux, vous le dénoncez depuis longtemps. C'est quoi le constat aujourd'hui? Le constat, c'est que l'esclavage n'a absolument jamais disparu. Le livre de Paul Lovejoy, d'ailleurs, en témoigne. Et ce qui est publicisé, c'est porté à la connaissance du plus grand public, ce sont ces marchés d'esclaves. Mais nous savons, les ONG le dénoncent très régulièrement, nous savons que ces marchés existent et que le trafic n'a jamais disparu. Alors c'est une question plutôt taboue, mais dans beaucoup de pays comme la Libye, est-ce qu'il n'y a pas un imaginaire du noir esclave qui se perpétue ? Alors ce qu'il faut dire, actuellement il y a 40 millions d'esclaves dans le monde qui ont été répertoriés. La majorité d'entre eux ne se trouvent pas en Afrique, mais en Asie, dans le sous-continent indien notamment, majoritairement des femmes, des enfants. Ce qui veut dire que la question de l'esclavage globalement s'est déracialisée. Autant entre le 15e et le 19e siècle, c'est prioritairement les Africains qui sont mis en esclavage. Là, c'est plus le cas. Mais ce qui montre, ce qui est frappant dans ces images, c'est la reviviscence de ces images d'un marché d'esclaves tel qu'on en connaissait au XIXe siècle. C'est ça qui est choquant, qui est très violent et qui certainement permet de faire affleurer aux consciences, enfin on l'espère, la question de l'esclavage contemporain. C'est un fait, malgré les abolitions officielles fin du XIXe siècle, l'esclavage n'a pas disparu. Il s'est transformé en quelque sorte. Comment se sont opérées ces mutations ? Il y a eu des abolitions juridiques de l'esclavage. Elles sont importantes, bien évidemment. Mais dans la plupart des sociétés qui ont été fondées sur la relation esclavagiste, ces relations se sont transformées. C'est-à-dire que ce qui est important, et le film de CNN le montre bien, c'est la question des représentations. C'est-à-dire ces images que l'on porte en nous
et qui associe l'image du noir à l'image de l'esclave. Ces représentations sont portées, organisent encore les sociétés en Afrique. Effectivement, ce qui montre dans certaines sociétés, on dit que on ne pourra jamais abolir l'esclavage parce que ça se transmet par le sang. Donc vous voyez bien que ce qu'il faut combattre, ce sont les représentations, c'est faire de la pédagogie et de l'enseignement sur la signification de l'égalité entre les êtres humains. Dans l'ouvrage de Paul Lovejoy, il est même démontré que des sociétés entières se sont bâties à partir de populations entièrement esclaves. Racontez-nous. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, notamment en Afrique. 1822, par exemple, le Libéria, qui est créé avec des personnes qui ont été mises en esclavage en Afrique et qui reviennent peupler le continent africain. Il y a eu les villages de liberté aussi, qui n'avaient de liberté que le nom, parce que les autorités françaises qui les ont créés, qui avaient beaucoup de mal à établir la liberté sur le continent africain, ont mis au travail forcé ces populations-là. Il y a eu également des retours de personnes esclaves au Bénin, avec notamment Chacha qui est devenu un grand esclavagiste. Donc des sociétés qui ont des personnes mises en esclavage qui ont structuré les sociétés post-esclavagistes. Et de l'autre côté, encore aujourd'hui, des sociétés en Afrique semblent structurées par une hiérarchisation autour de l'esclavage. Il y a l'exemple criant de la Mauritanie. La Mauritanie qui ne cesse d'abolir l'esclavage d'une certaine façon, puisque la dernière loi date de 1980, qu'un certain nombre de militants abolitionnistes d'ailleurs sont en prison actuellement parce qu'ils luttent contre l'esclavage. C'est une question qui est prégnante et qui doit être posée de façon urgente dans les sociétés africaines, mais aussi en Europe et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et l'esclavage y est tellement établi que les victimes acceptent parfois cet ordre social et le reproduisent. Comment expliquer cela ? Tout simplement que c'est parce qu'il ne suffit pas de dire tu es libre qu'on est vraiment libre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des structures qui accueillent, il faut qu'on permette aussi à la personne de pouvoir exprimer sa liberté, de pouvoir la vivre. Quand on est dans une société uniquement fondée sur l'esclavage, qu'il n'y a pas d'autre échappatoire que cette relation au maître, il est vrai que bien souvent des esclaves qui ont été libérés par des ONG, notamment américaines, sont revenus vers leur maître parce qu'elles n'avaient pas d'autre possibilité. Ce n'est pas parce qu'elles ne savaient pas ce que c'était que la liberté ou qu'elles n'avaient pas envie d'être libres, mais tout simplement elles n'avaient pas les moyens de vivre. Alors dans d'autres pays, l'esclavage n'est pas institutionnalisé, mais il est néanmoins présent dans les relations sociales. Quel pays ? J'aurais envie de dire que si on prend la question sous l'angle des représentations, c'est un petit peu partout, tout de même. C'est-à-dire que je ne dirais pas que la société française est exempte de cette association entre, par exemple, noirs et esclaves, sous l'angle des représentations. Et on voit bien comment ces images ressortent de façon récurrente quand il faut dénigrer des personnes qui sont noires en France. Donc c'est une déconstruction qu'il faut opérer un petit peu partout. Je pense au Mali, par exemple, il existe des castes d'esclaves. Oui. Comment expliquer ça aujourd'hui ? Une fois encore, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience politique, tant qu'il n'y a pas une éducation qui est faite autour de la question de l'esclavage et aussi autour de la possibilité de penser tous les citoyens à part égale, c'est-à-dire sur le même plan d'égalité, tant que ce travail, qui est un travail profond, tant qu'il n'est pas fait, les inégalités demeurent. Alors cela nous renvoie aussi à l'esclavage qui a eu lieu dans des groupes homogènes comme les Peuls, les Bantous, les Swahili. L'esclavage en Afrique finalement n'a pas toujours été une question de couleur. Elle n'a pas été du tout une question de couleur, pour une raison très simple, c'est que l'Afrique, avant la colonisation qui se développe surtout au XIXe siècle,
ne se pense pas comme continent noir. On pense la couleur dans une opposition à un autre groupe. Donc l'Afrique ne se pense pas comme continent noir, ne se pense pas non plus comme, et avec raison d'ailleurs, comme continent homogène sur le plan des populations, sur le plan des cultures et sur le plan des pratiques religieuses, tant et si bien que l'esclavage, et notamment la vente de captifs, peut exister au sein du continent africain, puisque les élites qui vendent des populations, par exemple, aux Européens, ne vendent pas du tout leurs frères, ils vendent des étrangers. C'est pas parce qu'ils sont noirs, et d'ailleurs ils ne perçoivent pas cette couleur, qu'on peut parler de trahison. On est dans des rapports de conflit, de pouvoir, qui font que la traite en direction de l'Europe a été possible, par exemple. Merci beaucoup Myriam Cottias. La version française d'une histoire de l'esclavage en Afrique de Paul Lovejoy est à découvrir aux éditions Cartala. Merci beaucoup Myriam Cottias. C'est la fin de ce journal. À demain pour un nouveau journal Afrique.